Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Braves gens, bonsoir. Coucou la rediff. Et bienvenue dans une nouvelle soirée. Horrifiques histoires. Ah ah. Et braves gens, pour cette nouvelle soirée en votre compagnie et en compagnie exceptionnelle de ce cher Loïc Billan qui en plus me paye pour dire son nom clairement. Merci beaucoup pour les 100 bits, ça fait plaisir. Et bonsoir Firou14 qui arrive pile au bon moment. Donc pour cette soirée un petit peu exceptionnelle, avec non pas un mais deux artistes de talent qui m'accompagnent, nous allons lire une nouvelle écrite par Loïc Billan qui est ici, donc clairement il se fait pistonner, il fait sa pub et de ses dessins et de ses écrits, félicitations, je plaisante, c'est très mérité. Et nous allons donc vous lire Enraciné, écrit donc par Loïc Billan, dans un recueil de 3 nouvelles liées au niveau de l'univers entre elles, et n'hésite pas à me faire un gros doigt d'honneur sur ta cam Loïc si je dis une connerie, tu as le droit. Et en prélude de cette histoire, je vais vous lire l'introduction du recueil qui va vous mettre un petit peu de contexte sur la lecture de ce soir, à savoir l'historique de l'Institut de recherche et d'archivage Ashcroft. Et on va rester sur une petite musique jazz pour commencer. L'Institut de recherche et d'archivage Ashcroft, archivage Ashcroft, t'as cherché la merde Loïc. Donc l'Institut de recherche et d'archivage Ashcroft, je t'en foutrais, a été fondé par Sir Reynard Ashcroft en 1867 grâce à l'appui discret de la reine Victoria. Les objectifs officiels de l'Institut, qui s'installe à Oxford, restent avantageusement vagues pour masquer ses réelles activités. Pour ses créateurs, son but premier était de collecter et d'examiner des ouvrages et des échantillons relevant de la parapsychologie, de la cryptozoologie et des légendes urbaines afin d'élucider certains mystères de leur temps. Plus tard, avec la mise en place de son service d'investigation, l'Institut s'engagera dans une lutte secrète contre le surnaturel dans ses manifestations les plus diverses. Je sais pas ce que ça veut dire le titre, de Lord Ashcroft. Excuse-moi, je viens de comprendre. Donc, de Lord Ashcroft, les débuts. Fils de pasteur, Reynard Ashcroft naît en 1823 à Oxford. Il reçoit une éducation religieuse ouverte à l'humanisme. Il développe rapidement un agnosticisme mêlé à un appétit de découverte dans les domaines que n'éclaire pas la science. Cet esprit d'analyse lui permet d'ouvrir en 1850 un cabinet de détective privé et de briller par son aisance à élucider les affaires de la bourgeoisie et de la petite noblesse. Son goût pour l'étrange s'affûte au fil des enquêtes. Reynard Ashcroft devient le détective à contacter lorsqu'une malédiction semble s'abattre sur une famille. Reynard Ashcroft entre dans le cercle de John Brown, domestique et intime de la reine, qui lui confie quelques travaux discrets en 1861 avant de l'introduire auprès de Sa Majesté l'année suivante. La mort du prince consort Albert avait plongé la reine dans un grand désarroi. Désirant entrer en contact avec Feu, son époux, elle cherche un médium. Brown charge Ashcroft d'enquêter sur tous les personnages qui se présentent au palais en prétendant pouvoir communiquer avec le défunt. Ashcroft met très vite au point des protocoles lui permettant de démasquer les impostures. Les uns après les autres, les médiums échouent devant ces méthodes.
La reine se montre très mécontente de ces résultats qui la privent de réconfort. Elle exige d'Ashcroft de trouver enfin un moyen de la satisfaire. Dans le même temps, la réputation du détective dissuade les nouvelles candidatures. Ashcroft doit se mettre en quête lui-même de quelqu'un pouvant l'aider. Il connaît Phineas Bain depuis quelques années pour l'avoir rencontré au cours d'une enquête sur un meurtre imputé à une créature qui entrait les tout nouveaux égouts de Londres. Phineas, féru de cryptozoologie, possède aussi des talents certains et un instinct stupéfiant qui ont fait forte impression sur Ashcroft. Quand les deux hommes se revoient, Phineas lui apparaît comme l'homme de la situation. Les services de Bain auprès de la reine, qui demeurent confidentiels, sont couronnés de succès. Plus tard, la rumeur attribuera à Brown les dons de médium à l'origine de l'amélioration de l'état de Victoria. Ashcroft continue de travailler au service de la reine en association avec Bain. Les deux hommes sont anoblis en 1863. 4 ans plus tard, leur projet d'institut dévolu aux enquêtes sur le paranormal reçoit l'assentiment de la reine qui alloue à l'institut une subvention prélevée sur l'enveloppe des services secrets. L'Institut de recherche et d'archivage recrute une vingtaine de collaborateurs, tous experts dans leur champ de compétences, et multiplie enquêtes et collectes dans le domaine de l'occulte. En 1877, Sir Reynard Ashcroft disparaît au cours d'une enquête. Lorsqu'il est déclaré mort en 1879, Phineas Bain, devenu directeur, change le nom de l'organisation en Institut Ashcroft. Conformément à ses dernières volontés, la fortune de Sir Reynard est employée pour le financement d'une nouvelle aile scientifique dans les locaux. La mort de la reine Victoria, en 1901, marque l'arrêt des subventions accordées à l'Institut. Le nouveau pouvoir en place met tout en œuvre pour obtenir sa fermeture. Finalement, en 1910, Phineas Bain dissout l'organisation et transfère ses collections à Nancy, en France. Les documents ainsi récupérés, et notamment les rapports rédigés par les enquêteurs sur une période de plus de 40 ans, sont mis à la disposition du public 100 ans plus tard. Après ce prélude de qualité, braves gens, démarrons notre lecture d'Enraciné, une nouvelle écrite par Loïc Billan dans le recueil Les secrets d'Ashcroft, écrit en 2012 et corrigé en 2013. Et c'est parti. Chalk Hills, Angleterre, 1881. Ce texte est extrait du journal de Lucius Ferguson et se trouve être en lien avec son rapport datant du 26 juin 1881. Depuis des mois, j'ai déserté le terrain, restant cloîtré au sous-sol de l'Institut. J'ai assisté à bien des phénomènes étranges, côtoyé l'occulte, mais ma première mission a tout changé. La disparition du jeune Baxter me hante encore. J'étais un homme amoindri au moment où l'on m'a confié l'affaire de Gavin Gleason. Le matin du 19 juin 1881 est pluvieux. L'officier Byron Blake de Scotland Yard se rend au bureau de l'Institut Ashcroft. Il a pris l'habitude, depuis quelques années, de venir nous soumettre les questions embarrassantes que soulèvent certaines enquêtes délicates. Il lui est arrivé de faire face aux affaires qui font notre spécialité
et il a même collaboré plusieurs fois avec l'Institut. Je suis en train de compulser une série de dossiers quand Blake me rejoint dans la salle des archives, qui est devenue mon antre. « Bonjour Lucius. Pardonnez-moi pour le dérangement, mais on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. J'espère ne pas perturber votre travail. » Voyez-vous ça, ce bon vieux Byron. Comment vous portez-vous, mon cher ? Pas trop perdu dans la paperasse ? Ne m'en parlez pas. Des meurtres, des disparitions, des vols. Élucider un cas est passionnant, mais une fois l'enquête close, il est toujours éreintant pour un homme de terrain de passer des heures le nez dans les papiers. Vous savez, quand on a vu les pires aspects du monde, il est bien agréable de se contenter d'étudier les fichiers. Je dois dire que cela me réussit plutôt bien pour le moment. Mon ironie, teintée de trop d'amertume, inspire à Blake un haussement d'épaule quelque peu gêné. Passant d'un pied sur l'autre, il semble sur le point de repartir. « Je suis navré, Lucius. Je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Veuillez m'excuser. »« Mais je vous en prie, mon vieux, ce n'est rien. Comme vous pouvez le constater, je vais on ne peut mieux. » Je mens allègrement, ce qui n'échappe pas à mon ami policier. Il opine néanmoins, et je reprends. « Que puis-je pour vous ? Je peux m'adresser à Monsieur Bain, si vous préférez. Je ne voudrais pas vous gêner dans votre travail, d'autant plus que je ne suis pas censé me trouver ici. Mais non, voyons. Je suis toujours ravi de venir en aide à un ami. En toute discrétion, bien sûr. Évitons que vos supérieurs n'entendent parler de votre visite chez... Laissez-moi me souvenir des mots exacts. Une bande de dégénérés ? Vous avez mis le doigt dessus, mon cher Lucius. Dans un soupir, il pose son chapeau près d'une pile de documents. Les mains dans le dos, il fait quelques pas en cherchant ses mots. Il y a 3 jours, le fils d'un notable londonien a disparu dans une forêt du Montgomery. Il s'y était rendu pour une partie de chasse avec 2 amis. On les a attaqués. Et... comment dire... les survivants ne savent pas comment décrire leur agresseur. Exactement. On vous en a parlé ? Non. Ben, s'il n'y avait pas de mystère dans cette affaire, nous n'aurions pas cette discussion. Certes. Comme vous en doutez, tout le monde se borne à penser à l'attaque d'un animal, mais je crois qu'il y a autre chose derrière tout cela. Que puis-je pour vous ? J'ai avec moi le rapport de police. Voulez-vous bien me donner vos impressions ? Le document que me donne Blake a été rédigé d'après les témoignages de Brett Yates et de son ami, Ramos Clifton. Les 3 étudiants partirent le 16 juin, armés de fusils et accompagnés de 3 chiens chacun. Après une journée infructueuse, et comme de lourds nuages s'amoncelaient, ils décidèrent de regagner au plus vite le village où ils avaient trouvé un toit pour la nuit. Ils s'égarèrent dans les bois. Aux policiers, ils déclarèrent ne pas comprendre comment cela était possible. Ils affirmaient avoir tous un excellent sens de l'orientation. Sous la pluie et l'orage, ils finirent par découvrir une petite clairière, entourée d'arbres morts, au milieu de laquelle se trouvait un refuge de chasseurs. Ils y entrèrent après avoir pris soin d'attacher les chiens à l'extérieur sous le préau. Au fond de fauteuils en osier, ils trouvèrent du réconfort dans l'alcool qui remplissait un gros buffet de chêne. Dans les environs de 5h30 du matin, les jeunes hommes, grisés, étaient toujours éveillés lorsque leurs chiens commencèrent à donner des signes d'agitation. S'il pleuvait encore, l'orage s'était éloigné. Un bruit impressionnant, comme un claquement de fouet, réduisit les chiens au silence.
Les chasseurs tendirent l'oreille. Il leur sembla que les limiers geignaient de peur. Armés d'une lanterne et de leurs fusils, ils sortirent pour voir ce qui se tramait. Les chiens étaient attachés de l'autre côté de la cabane. D'autres claquements brutaux cinglèrent la clairière. Les chiens n'émirent plus aucun son. Sous le petit préau, les étudiants trouvèrent les lanières de cuir qui attachaient les animaux. Rompus. 9 solides chiens de chasse venaient de disparaître en l'espace de quelques instants. Les 3 chasseurs crièrent dans la clairière ténébreuse, sans obtenir de réponse. Et merci pour le follow Niastra et bienvenue. Yates proposa à ses amis de vite retourner à l'intérieur. Il reconnut par la suite avoir eu un sentiment oppressant dès le premier coup de fouet. Les autres se rangèrent à son avis quand il suggéra qu'une bête sauvage avait sans doute attaqué les chiens ou bien les avait poussés à ronger eux-mêmes leurs liens. En attendant l'aube, mieux valait s'enfermer. Il n'était qu'à quelques foulées de la porte d'entrée quand Gleason, qui fermait la marche, poussa soudain un hurlement. Yates et Clifton se retournèrent. Ils aperçurent leur ami se faire emporter par quelque chose derrière la cabane. Dans la surprise, la lanterne échappa des mains de Clifton. Yates se rua vers la porte sans un regard en arrière. Au policier, il présenta longuement ses excuses pour sa lâcheté, mais il la justifia par le fait qu'il avait senti quelque chose se refermer autour de sa cheville. Un serpent. Il jura qu'il s'agissait d'un serpent, froid comme la pierre. Il parvint à dégager sa jambe en tirant un coup de fusil, et le serpent disparut soudainement sous terre. Yates et Clifton prirent aussitôt la direction de la cahute. Pendant ce temps, j'entendais Gavin hurler quelque part derrière la cabane, rapporta Yates. À la lueur de la lanterne tombée quelques mètres derrière eux, ils virent jaillir du sol une silhouette au contour indéfinissable qui fondit sur eux. Clifton et Yates usèrent de toutes leurs cartouches sur la bête, qui recula dans l'ombre en poussant un cri. La parodie dénaturée et obscène d'un cri humain, témoigna Clifton. Il attrapa la poignée de la porte, mais en se retournant vers Yates, il aperçut celui-ci qui s'enfuyait à toutes jambes en direction de l'orée du bois. À travers bois, il lui cria de l'attendre, mais ne le rattrapa qu'après plusieurs minutes. Derrière eux, des craquements sinistres se rapprochaient. Le fouet qui avait fait taire les chiens retentit de nouveau. Des branches brisées firent frissonner la forêt. Les 2 fuyards reprirent leur course à travers la végétation, sans s'attarder pour voir à quoi ils avaient affaire. Le petit jour pointait quand les bruits cessèrent derrière eux. Épuisés, trempés et terrifiés, les 2 hommes prirent la direction du village qu'ils n'avaient pas su trouver la veille au soir. Trois heures plus tard, un contingent de policiers inspectait les alentours de la cabane, sans trouver aucune trace du jeune Gleason ou des chiens. Une partie de chasse qui tourne mal, on dirait. Vous n'êtes pas plus intrigué que ça ?
s'étonne Byron, auquel le rouge monte soudain aux joues. Si vous me disiez ce qui ne figure pas dans ce rapport et qui vous rend si suspicieux. C'est surtout une impression diffuse. Mais j'ai aussi quelques faits. Une dizaine de disparitions ont été enregistrées aux abords de cette forêt entre 1862 et 1871. Aucun des disparus n'a été retrouvé. Ils se sont tout simplement évaporés dans la nature. Depuis presque 10 ans, le coin est resté tranquille. Avez-vous des témoignages au sujet de la créature que vos 2 étudiants ont évoquée ? Si j'avais des certitudes, je vous l'aurais dit, se renfrogne Blake. Je vois. Puisque vous êtes là, regardons un peu ce que nos archives peuvent nous révéler. Il nous faut 6 heures pour parcourir l'intégralité des fichiers utiles et pour faire chou blanc. Ces disparitions n'ont jamais attiré la curiosité de l'Institut. Les créatures à tentacules relevées dans nos dossiers sont essentiellement aquatiques, rien qui s'approche de la description sommaire de Clifton. Merci pour votre aide, Lucius, me dit Blake, malgré sa déception. Pour le moment, une patrouille reste sur les lieux de l'agression. Si le coupable est, disons, de nature conventionnelle, il a probablement une planque dans les bois. Il peut tout aussi vivre à Chalk Hills ou dans un des villages les plus proches. Je vais travailler en ce sens. Merci de votre aide, mon ami. Navré de ne pouvoir en faire plus. On frappe à la porte. Sans attendre ma réponse, Eckhart Bain entre dans les archives. Il a l'air éreinté. Je crois qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Messieurs, pardonnez-moi cette intrusion pendant vos recherches. Il me serre la main avec sa chaleur habituelle, en fait de même avec Blake, puis s'assied sur l'une des chaises qui entourent la table chargée de cartons et de classeurs. Nous l'imitons. Blake, on vient de m'apprendre que vous requérez l'aide de nos services, dit-il. Seulement, je me vois au regret de vous dire que nous sommes actuellement en sous-effectif. Nous avons connu des pertes dernièrement. Les agents qui ne sont pas actuellement en mission sont convalescents. Je peux éventuellement demander à Thomas Stillwood de mettre entre parenthèses son enquête, si vous insistez. C'est très aimable à vous, Bain. Mais je ne suis pas venu pour perturber les travaux de vos collègues. Stillwood sera plus que ravi de revoir la lumière du jour le temps de vous rendre service. Ce n'est pas une très bonne idée, dit celui-ci. Mes ordres sont d'enquêter immédiatement dans les bourgs avoisinants. Votre agent devrait travailler seul. Je ne pourrai pas être avec lui. Le regard de Bain se tourne vers moi. Il reste silencieux. Mais j'entends déjà la question qu'il me pose. Stillwood est dans son laboratoire à l'étage. Vous devriez aller lui parler, mon cher Blake. Vous êtes sûr ? Et dites-lui que je me charge de lui trouver un équipier. Malgré lui, Blake laisse éclater son soulagement. Il se lève avec énergie. Je suis loin d'éprouver autant de joie. Nous ferons préparer une voiture pour demain à la première heure, ajoute Bain en se levant à son tour.
Il accompagne le policier vers la porte qu'il ferme derrière lui. La rancœur remplit ma bouche. Qu'est-ce que c'est que ce piège que vous me tendez ? Pas de ça entre nous, Lucius, réplique-t-il calmement. Je ne vais plus sur le terrain, vous le savez très bien. Il vous suffisait de me contredire avant que Blake ne quitte la pièce. Vous n'en avez rien fait. J'ai été poli, voilà tout. Ma défense est de prix et de piètre qualité. Nous en avons pleinement conscience, lui et moi. On peut contredire quelqu'un poliment. Allez vous faire foutre, Eckhart. Voilà un bel exemple. Ma chaise bascule quand je me lève brusquement pour aller trépigner à l'autre bout de la pièce. Il est temps de sortir d'ici, Lucius. Steelwood acceptera la mission. Avec ou sans vous. Vous n'êtes pas du genre à abandonner vos amis. Souvent, les soldats oublient la cause de leur combat, mais ils tiennent bon pour soutenir leurs camarades. Blake, The Graves, Steelwood, moi-même, nous sommes vos frères d'armes. Je ne veux pas vous voir dépérir comme d'autres l'ont fait avant vous. Je sais ce que vous avez enduré. Votre première mission est l'exemple de ce qui peut mal tourner quand on travaille seul. Vous devez vous remettre en selle. Les yeux rivés sur mes mains jointes. Mes doigts crispés, exsangues. Je lutte pour ne pas revoir le petit Baxter. Je ne m'attendais pas à ce que Bain me brusque de la sorte. Et si les choses tournaient mal à nouveau ? Dis-je dans un murmure, avant de crier. S'il s'avérait encore que les choses tournent mal, vous y ferez face. Bain s'approche de moi lentement. Je suis sidéré par son assurance. Vous ne serez pas seul, Lucius. Cela n'arrivera plus. Vous avez fait du chemin depuis l'époque où vous avez découvert qu'il y avait plus que ce que notre science connaît et comprend. Vous êtes un bon enquêteur. Ne gâchez pas votre talent. Sa main presse fortement mon épaule. Il me secoue. Son regard est dur. Nous savons tous les deux qu'il a raison. Ce qui est l'un de ses défauts les plus récurrents. Mon choix se simplifie. Accompagner Thomas ou empaqueter mes affaires et quitter mes amis. Il y a peu de gens pour lesquels je suis prêt à me battre contre moi-même, dis-je, après un soupir. Je ne vais pas laisser Thomas s'attirer des ennuis tout seul. Je ne dors pas de la nuit. Retranché derrière ma résolution, j'ai peur de flancher. Mais au matin du 19, nous embarquons dans une voiture pour Chalk Hills. Ravi de vous voir d'attaque de si bon matin, me dit Steelwood, malgré mon air hagard. Il prend la valise qui pend à mon bras et, d'une tape sur l'épaule, m'invite à m'installer dans le fiacre. Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre du service ? Me demande-t-il en me rejoignant. J'aurais été un bien piètre ami si nos funérailles n'avaient pas eu lieu le même jour. Steelwood rit de bon cœur et me gratifie d'une grande tape sur l'épaule. Vous assisterez aux miennes bien avant d'avoir l'âge de vous inquiéter de la visite de la faucheuse.
Nous rions comme deux écoliers sous l'œil de Blake, qui frotte sa montre contre sa veste. Sans tarder, il demande au chauffeur de se mettre en route. Nous voilà partis pour Chalk Hills, un petit village chaleureux et agréable. Apparemment, le coin idéal pour vivre une vie paisible, loin des tourments de la cité, et parfait pour fonder une famille. Le genre d'endroit pour lequel je n'ai absolument aucun goût. Je profite du trajet pour questionner plus avant Blake sur son enquête. Les deux jeunes peuvent avoir halluciné, sauf que leurs témoignages concordent. Oui, mais le témoignage de l'un peut avoir influencé l'autre. Ont-ils menti pour couvrir, de manière aussi imbécile, la mort de leur ami ? Il peut s'agir d'un simple canular parmi tant d'autres. Aucune piste n'est à négliger. Nous relisons les dépositions des jeunes hommes et cherchons à nouveau une incohérence dans leurs témoignages. Il m'a vraiment fait peur. Nous arrivons à destination sans avoir beaucoup éclairci la situation. Chalk Hills est fidèle à l'idée que je m'en étais faite. Un bourg magnifique, entouré de cottages. Pour la plupart, ce sont les résidences de riches familles vivant dans les grandes villes. Nous descendons à l'hôtel du village pour y déposer nos bagages. Notre matériel sur le dos, nous sortons ensuite et nous dirigeons tout droit vers la clairière où a disparu Gavin Gleason. Après 1 heure de marche à travers les bois, nous débouchons sur la fameuse clairière. Un détail me trouble, d'emblée. Blake, est-ce que la clairière ressemblait à cela lors de votre dernier passage ? Non ! S'exclame Blake, qui semble ne pas en croire ses yeux. Comment cela est-il possible ? La végétation est luxuriante. La clairière est recouverte d'une herbe grasse. Des hampes florales par milliers hérissent sa surface parsemée de couleurs. Les arbres qui bordent la forêt arborent des feuilles brillantes. Où est le lieu sinistre décrit par nos deux témoins ? La vieille cabane délabrée est toujours là, guère accueillante. Elle seule semble accréditer le récit des chasseurs. « J'étais ici hier matin », reprend Blake avec émotion. « Je vous assure que tout n'était que boue, vieille souche morte. Ces arbres là-bas n'avaient pas une seule feuille. » Je crois que nous avons bien fait de venir. Stillwood a déjà ouvert son sac. Il en sort une trousse de petits accessoires et commence sans tarder l'observation de la végétation pendant que je traverse la clairière de long en large. Quand je reviens, il a découpé un carré dans le tapis de végétation. Je note son air perplexe et m'approche. De la lame de son canif, il m'indique les racines visibles à 2 pouces de la surface. Notez comme elles sont alignées. N'est-ce pas étrange ? Précisément. Vous voulez qu'on détaille un arbre pour être sûr ? Mon équipier laisse échapper un rictus et se déplace pour procéder à la même opération en divers endroits de la clairière. Blake le regarde faire en jouant nerveusement avec son chapeau. Bientôt, Stillwood a déposé sur une pierre plate 6 échantillons de sol. Je le rejoins et nous faisons alors 2 constats.
Les racines des plantes se trouvent toutes alignées et à une profondeur constante. Mais, plus troublant, leur direction pointe toujours droit vers la cabane. Vous êtes certain ? Chuchote Blake. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-être une source d'eau ? J'en doute. Les racines sont quasiment à l'horizontale. C'est un tropisme bien particulier et extrêmement marqué. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène. Il faut toujours avoir un botaniste à la maison, dis-je. Vos hommes ont-ils fouillé la cabane ? Bien sûr, elle est vide. Aucun document, aucune trace de sang. Baissant les yeux vers sa montre, Blake se mordit la lèvre. Je dois absolument m'absenter. Mes hommes ne peuvent pas rester sans supervision toute la journée. Vous devrez fouiller les lieux sans moi. Nous nous retrouverons ce soir à l'hôtel. Nous nous reverrons plus tôt demain matin. C'est plus fort que moi. Tout à la joie d'être de nouveau en pleine action, je me montre imprudent. Je regrette déjà d'avoir eu cette idée et de m'y être accroché. Qu'avez-vous en tête ? Me demande Thomas. Eh bien, tout converge vers cette cabane. Nous devrions nous y installer et voir ce qu'il se passe une fois la nuit venue. Vraiment ? Glapit Blake, qui semble horrifié. Les méthodes conventionnelles échouent à dénicher ce que nous cherchons, lui expliquai-je. La vieille bâtisse est la seule chose qui n'ait pas changé d'aspect depuis le drame. Ce qui agit en ces lieux n'a, à mon sens, aucune influence sur elle. C'est un peu mince, glisse ce policier. N'est-ce pas ? Exultai-je. Rentrez bien, mon vieux. Les yeux de Blake vont et viennent de sa montre à la clairière, tout en évitant mon regard. Stillwood range son canif dans sa poche et pose la main sur l'épaule de notre ami policier. Pas d'inquiétude, Blake. Nous sommes armés et nous nous tiendrons sur nos gardes. Blake me fait un signe respectueux de la tête, comme pour saluer le retour d'un confrère parmi les siens. Les membres d'Ashcroft sont plus dingues que je ne le pensais, dit-il tout bas. Ouvrez l'œil. Les 4, promet Thomas. Blake parti, nous approchons de la cahute. Nous commençons par en faire le tour. Je prends note de 6 dimensions et de l'aspect de certaines planches pourries. À l'intérieur, l'entrée donne directement sur un salon d'environ 200 pieds carrés, meublé d'une simple table en bois, de 4 chaises, d'un garde-manger délabré et d'un buffet contenant de la vaisselle propre et une vingtaine de bouteilles d'alcool poussiéreuses. Au fond de la pièce se trouve une cheminée à la gauche de laquelle monte un escalier usé. En haut, nous découvrons une grande chambre dans laquelle pourrissent 4 sommiers défoncés. Seule une petite fenêtre éclaire les lieux. J'en conclus que cela fait un bout de temps que les chasseurs ou randonneurs se contentent de passer leurs après-midi en ces lieux. Nous
Nous étalons notre matériel sur la table de la pièce principale. Nous avons le nécessaire pour détecter des traces du passage ou de la présence d'esprits ou autres créatures occultes. De ma poche, je sors un flacon de poudre de Volstock pour dévoiler les empreintes spirituelles. J'y ajoute une fiole d'essence révélatrice de brume d'ectoplasme. Steelwood se charge de mettre en état de marche notre détecteur de vibrations spectrales. Nous procédons à l'examen des moindres recoins du refuge. Je suis très mécontent de l'absence de résultats, et je demande à Thomas de tenter une incantation propice à perturber tout esprit présent, tandis que je vérifie le calibrage de nos appareils. Devant l'absence de résultats, nous déplaçons nos mesures à l'extérieur, près des stères de bois où les chiens ont disparu, et un peu partout dans la clairière. Nous avons affaire à quelque chose de nouveau. Ou à rien du tout, me répond Thomas. Vous voyez le mal partout. Je ne me résigne pas malgré le soir qui vient, mais Steelwood, lui, en a assez. Bredouille, mon bon Lucius, bredouille. Je pense qu'on peut ranger nos affaires et commencer à nous attaquer à nos collations. Vous devez avoir raison. Nous ferons quelques relevés après la tombée de la nuit. Deux heures se sont écoulées. La nuit a plongé la clairière dans le noir. Il est temps de reprendre nos tests. Encore une fois, nous échouons à dénicher la créature. Ma certitude ne vacille pourtant pas. Et je suis persuadé que le disparu n'est pas loin. J'ai comme le sentiment qu'il espère encore. Mais qu'il a peur. Tellement peur. Que suggérez-vous, Lucius ? Attendre, soupirai-je. Si nous avions dû observer quelque chose, ce serait déjà fait. Je n'ai plus d'idée. Et si la cabane était vivante ? Dit soudain Steelwood. Nous serions dans la gueule du loup ? Vous vous moquez de moi ? Un peu, j'avoue. Je pense au contraire que la cabane est protégée d'une manière ou d'une autre. Cela explique sans doute que nous ne percevions rien d'ailleurs. Chut. Un doigt sur la bouche, Thomas dresse l'oreille, d'un air sérieux. Je n'entends rien. Si, écoutez, exige-t-il. Je le soupçonne de se jouer encore un peu de moi, mais je me concentre tout de même. En vain. Je perçois presque l'humidité qui ronge la cabane autour de moi, mais rien de plus. Thomas, j'ai bien peur que vous ne soyez troublé par votre envie de découvrir une entité surnaturelle. Je me tais aussitôt, car à mon tour, j'entends quelque chose. Un grondement distant, plein de fureur et d'écho. Bougre d'idiot, raillai-je. Ce n'est que l'orage qui approche.
Mon ami opine d'un air dépité. Il y a pourtant dans son expression un reliquat de suspicion que je décide de ne pas prendre à la légère. Négliger les impressions d'un expert d'Ashcroft n'est pas la meilleure manière de rester en vie. Que pensez-vous de brûler un peu d'encens dans ce taudis ? Tout, plutôt que de me tourner les pouces. Sinon la paranoïa nous guette. Comme nous allumons notre encens pour protéger notre abri, je constate que j'accomplis mon travail avec un grand naturel. Je me sens bien. Quelle singulière sensation. Être sur le terrain en compagnie de mon ami me rassure, en dépit des circonstances. Au milieu de nulle part, sous l'orage, en pleine nuit, je suis chez moi. Je traque une bête au lieu de me terrer dans un lit. Je suis de retour. Dans la fumée de l'encens, je ne me sens pas invincible, mais la peur m'a quitté. Je la vois de dos qui fuit. Elle me paraît si petite et insignifiante. Mon œil s'arrête sur un détail. Le bois, au-dessus de la porte d'entrée, est gravé d'une série de symboles. Je me hisse sur une chaise et, muni d'un crayon, je frotte la mine sur toute la surface d'une feuille jusqu'à obtenir les détails de la gravure. Thomas, regardez ça. Ça ne vous rappelle rien ? On dirait un sceau de protection modifié. Ici, il s'agit de la marque de la forteresse. Là, quelques autres signes de confinement. Les autres symboles me sont inconnus. Je dirais que cette inscription a pour but de barrer le passage à une créature concrète dans cette ruine. Ils empêchent l'être surnaturel d'entrer s'il n'y est pas convié. Tout comme ceux tracés à l'entrée de l'Institut. En tout cas, quelqu'un de bien informé est passé par ici. Vous aviez raison de dire que les étudiants étaient plus en sécurité à l'intérieur que dehors. Moi, j'ai dit ça ? Non, mais vous le sous-entendiez en disant que la chose ne pouvait rien contre la cabane. Dehors, l'orage gronde par intermittence. Mais à nouveau, Thomas dresse l'oreille, les yeux plissés. « Là !» murmure-t-il. « Vous entendez ?» À mon tour, je distingue un son, faible, répétitif, presque une voix. Du doigt, Thomas m'indique la cheminée. Nous nous y dirigeons, à pas feutrés, munis de nos lampes à huile. À mesure que j'avance, je sens la peur remonter en moi comme une nausée soudaine. Plus nous approchons, plus le son devient clair et identifiable. Ce sont de faibles gémissements. Steelwood murmure à mon oreille. « Soulevez la trappe au sol de la cheminée. Elle m'aide aux fondations. Il y a sûrement quelqu'un en dessous. Je vais jeter un œil. » Je sais que, tout comme moi, il pense au jeune Gleason. Au pied de la cheminée, je m'empare de la trappe en métal. Steelwood passe précautionneusement la tête et sa lampe dans l'ouverture. « Alors, vous voyez quelque chose ?» Pour seule réponse, il me fait signe de patienter un moment. Les secondes s'étirent.
Je regarde par-dessus mon épaule pour ne pas me faire surprendre. Steelwood bondit et s'extirpe de la trappe. Le souffle court, il croise mon regard, mais ne prend pas le temps de prononcer le moindre mot. Il s'empare du tisonnier tout proche et se rue sur la porte. J'ai à peine le temps de me demander si je dois le suivre, qu'il est déjà revenu. Il me lance le tisonnier et empoigne à 2 mains la hache qu'il vient de récupérer. Du pied, il écarte la table chargée de notre matériel, puis il frappe de toutes ses forces. Des éclats de bois volent dans ma figure. « Expliquez-moi » criai-je. « Aidez-moi à retirer le plancher, Lucius. Vous avez vu le petit ? On va le sortir de là. » Après les coups de hache, j'utilise le tisonnier pour écarter les débris et achever de briser les planches. Quand le trou est assez large pour jeter un ray de lumière en dessous, je vois à quel point la situation est alarmante. Nous pressons la destruction du plancher et arrachons suffisamment de planches pour descendre aux côtés du malheureux prisonnier. L'entresol a une hauteur d'à peine 3 pieds. Une sourde appréhension m'étreint à l'idée que les symboles de protection n'étendent sans doute pas leur influence dans les fondations. « Foutre ciel !» jure Steelwood. Le pauvre garçon se trouve enfoui jusqu'à la moitié du torse. Émacié, les yeux vides et absents. Ses lèvres sanglantes sont cousues par de petites racines semblables à des asticots. Il gémit toujours, comme s'il n'était pas conscient de notre présence. Je lui tapote l'épaule et l'appelle par son nom. Soudain, il revient à lui, s'agite et veut pousser un cri. Impossible. Un court moment de sidération passé, je sors mon couteau et m'attaque aussi délicatement que possible aux racines qui musellent l'étudiant. Je dois lutter contre le tremblement de mes mains. Gavin peut bientôt ouvrir grand la bouche et hurler une plainte déchirante dont l'évocation me procure, encore aujourd'hui, un frisson d'horreur. Thomas a commencé à déblayer la terre autour de son corps, mais il s'arrête et lâche quelques jurons. Je comprends son émoi en voyant des racines pâles se tortiller dans la terre déplacée. Elle s'enfonce dans le corps du jeune homme et fixe ses bras contre son buste. Elles sont des dizaines, et combien d'autres centaines en font-elles autant sous la terre encore en place ? Il ne faut jamais agir dans la précipitation. Thomas et moi échangeons un long regard. Il détache la gourde qui pend à sa ceinture et la porte aux lèvres du malheureux qui manque s'étouffer par 2 fois avant d'en vider tout le contenu. « Tu es bien Gavin Gleason ?» Sa voix tremblante émet un faible oui, souligné par un hochement de tête. Soudain, il s'agite. Son torse remue de façon saccadée pour remuer la terre, tandis que sa gorge émet une plainte aiguë. Il semble sourd à ma voix ou celle de Thomas. Nous décidons de l'aider. La lame de Thomas sectionne plusieurs racines qui se recroquevillent comme des anguilles. J'agis de même de mon côté. Nous parvenons à dégager le corps du jeune homme sur quelques pouces,
Mais il reste impossible de l'extirper du sol. « Non !» hurle Gavin. Les racines tranchées un instant plus tôt jaillissent de nulle part et se plantent dans son corps avec l'avidité de larves carnassières. Je m'écarte malgré moi et je ne peux m'empêcher de vérifier qu'aucune de ces horribles racines ne cherche à m'atteindre. Gavin lance un nouveau hurlement inhumain. Je me souviens alors brutalement pourquoi j'avais souhaité si fort ne jamais plus quitter les archives d'Ashcroft. « Tuez-moi !» réclame Gavin. Quelque chose m'agrippe le bras. Je me débat, mais il s'agit de Thomas qui a regagné le plancher. « Venez !» En quelques gestes, je les rejoins. En dessous, je ne peux détourner les yeux du jeune Gavin, déjà enterré, et bientôt mort, si nous n'agissons pas vite. « Par pitié, tuez-moi !» nous demande-t-il encore. On doit... commence Steelwood. On doit bien pouvoir trouver une solution, il y a sûrement quelque chose à faire. Je tente de remettre de l'ordre dans mes idées. Je prends l'une de nos lampes et la baisse dans le trou pour examiner les alentours. J'ai un mouvement de recul en reconnaissant un chien. Mort. 8 autres se trouvent non loin. Ils sont dans le même état, secs, vidés de leur substance tels des momies. J'évoque mentalement tous les moyens les plus efficaces pour détruire une momie. De l'autre côté, je vois affleurer du sol des corps humains. Ils semblent bien plus vieux. La peau a déserté les os. Tous sont ensevelis comme l'est le jeune Gavin, qui respire bruyamment à mes côtés. Thomas, dans le manuel de Jenkins, il y a les indications pour préparer une solution qui élimine les parasites occultes. Je vous en prie, allez la trouver. Tout de suite. Gavin, il va falloir te montrer courageux. Je m'efforçais de l'encourager, de lui faire oublier la douleur et la peur pour se concentrer sur un objectif. Sortir de ce trou. Il me fait peur. J'ai mis le garçon. Je sens que prononcer chaque mot est pour lui douloureux à articuler, mais il faut que nous sachions à quoi nous devrons faire face. Qui te fait peur? Qui t'a fait ça? Je ne sais pas ce que c'est, monsieur, c'est un monstre. Où est-il? La nuit, il sort chasser. Quand il revient, il retire les racines qui ferment ma bouche. Il me fait boire et me force à manger toute la viande qu'il a apportée avant de recoudre mes lèvres. Il te garde en vie. S'il vous plaît, il va revenir. On va s'en occuper. Vous ne pourrez pas. Tuez-moi avant qu'il revienne. J'ai tellement envie qu'il se taise. J'aimerais l'attraper par une oreille et le hisser jusqu'à moi pour lui donner une correction et l'envoyer au lit. Mais Gavin n'est pas un petit garçon et le monstre dont il a peur n'est pas le fruit de son imagination. Les racines, elles remuent dans mes jambes. Gavin éclate alors en sanglots et je me sens comme le dernier des imbéciles. Impuissant et inutile. Steelwood est penché sur la table, la tête entre les mains. Devant lui, le livre de Jenkins, grand ouvert, n'offre aucune solution. « Ça n'ira pas, Lucius !» me dit Steelwood. « La solution n'est efficace que pour un parasite. Gavin compte sûrement un bon millier de racines en lui. Il y aurait autre chose, rien qui convienne. Cette saloperie ne correspond à rien de connu. Je n'ai rien là-dedans sur des racines qui se nourrissent des gens. » La colère de mon ami me rappelle à mes devoirs. Je prononce quelques encouragements en refermant le livre devenu inutile. Le manuel de Jenkins est souvent d'une aide précieuse aux enquêteurs de l'Institut. Il regorge d'astuces pour reconnaître les entités, de recettes de potions ayant les effets les plus divers sur les démons, les revenants et certains monstres catalogués dans nos archives. Face à l'inconnu, toutefois, le manuel n'est qu'un objet de papier encombrant.
Il ne tiendra pas très longtemps, dis-je. Il reste moins de 2 heures avant l'aube. Quand ce monstre reviendra, nous perdrons Gavin. Et nous ne pouvons espérer aucun renfort d'ici là. Je suppose que nous devons le sauver dès maintenant. J'en ai bien peur. Alors, faisons cela à la manière de vrais gentlemen. Thomas acquiesce quand je désigne le buffet de chêne dans lequel je déniche une bouteille de scotch. Après une bonne lampée, je propose la bouteille à l'infortuné garçon prisonnier du sol. Il ne refuse pas mon offre. Avec beaucoup de précautions, je lui fais boire quelques gorgées. Les premières sont rudes à cause de ses lèvres blessées, mais il finit par faire avec. Rapidement, l'alcool fait son office. Gavin est plus calme. Dans un état second, il raconte une vieille histoire à Stillwood qui lui tend une oreille amicale et l'invite à boire encore. De mon côté, j'arpente la pièce, soulevant idée après idée, toutes irréalisables. J'aimerais avoir à ma disposition une armée de terrassiers capables de creuser autour de la maison de profondes tranchées. Avec 3 hommes de plus seulement, nous serions capables d'empêcher les racines de s'attaquer aux garçons. Une seule pensée me rassure. Si nous n'avions pas décidé de passer la nuit ici, Gavin aurait été condamné. Je me raccroche au faible espoir qui nous reste de le sauver. Sans y croire, je l'avoue. Mais comment me résoudre à achever ce malheureux ? Je me rapproche du plancher éventré quand, révélé par la lumière de l'orage, une chose attire mon attention et me glace le sang. Un visage me scrute derrière une fenêtre. Je l'entreaperçois seulement, mais certains détails me frappent. Des traits allongés en font une véritable caricature de visage humain, émacié, creusé jusqu'à l'ossature. La blancheur morbide de sa peau lui donne un aspect crayeux. Son regard est particulièrement captivant, vide, noir et sans yeux. Seul me contemplent 2 orbites profondes. Nous restons tous deux figés quelques secondes, à nous étudier l'un l'autre. Lui, comme un prédateur, paraît à tuer. Moi, tendu, comme une proie, évaluant ses chances de fuir. Je suis sur le point de prévenir Stillwood, quand la chose disparaît subitement de ma vue. Un fouissement frénétique ébranle toute la cahute. Déjà, Gavin hurle. Thomas sursaute et se tourne vers moi. « Ne restez pas dans ce trou ! Il arrive !» geint Gavin. Plutôt que de m'écouter, Thomas se penche dans une nouvelle tentative de libérer le jeune prisonnier. Je m'élance malgré mes doutes pour me joindre à ses efforts. Nous sortons tous les deux nos couteaux et nous attaquons aux racines, tandis que Gavin tente de nous repousser en réclamant qu'on le tue avant que la bête ne soit là. Un temps, je crois que nous allons réussir à le sauver, mais les racines se lancent à l'attaque dans une vague impressionnante qui transperce son corps déjà meurtri. « On va le perdre !» se lamente Thomas. « Non !
Je ne peux l'accepter, je continue de trancher les nouvelles racines. La terre remue non loin. La bête est là. La partie est perdue. Il reste un dernier espoir. Je jette mon couteau sur le plancher et remonte dans la cabane. Thomas en fait autant, puis nous attrapons les bras de l'étudiant. L'opération risque de le tuer, mais il n'est plus temps de tergiverser. « Pitié !» répète-t-il. Sans ménager nos muscles, nous tirons. Le jeune homme ne trouve même plus la force de gémir. Dans un premier temps, nous parvenons à l'extirper petit à petit, mais soudain, les racines gagnent en vigueur. Voracement, elle ramène Gavin à sa tombe. D'une voix qui n'est plus qu'un soupir, il nous supplie, une dernière fois, de le tuer. Thomas est à genoux, au bord du trou, le visage rouge de rage, les épaules voûtées. C'est à moi d'agir. J'ai le souffle court quand je m'empare de mon arme à feu. Une détonation fait vibrer mes tympans. Steelwood m'a pris de vitesse. Il vient de tirer. Mais sans toucher sa cible. La balle s'est fichée dans le dos blanc et argileux du monstre. Dans un mouvement d'une vivacité stupéfiante, la créature s'est jetée sur Gavin pour le protéger, tel un lion, protégeant sa proie des charognards. Je tire à mon tour. Les coups de feu fusent, mais sans réaction de la part de la créature. Dans un fourmillement gigantesque, des racines par milliers recouvrent la créature et encombrent le trou. Nous reculons devant la menace, mais la végétation condamne hermétiquement l'accès au soubassement en recouvrant le monstre et sa victime. Merde! Gavin est à nouveau prisonnier. Merde! À défaut de le sauver, j'aurais au moins pu mettre fin à ses tourments. C'est un total échec. Il est revenu trop tôt, dit Steelwood. Le soleil n'est pas prêt à se lever. Je réalise qu'il a raison. Nous aurions dû avoir plus de temps, mais un élément a poussé le monstre à revenir à sa tanière. A-t-il entendu les coups de hache? Gavin et ses amis ont pu passer la nuit entière dans le refuge sans que rien ne leur arrive, raisonne Thomas. Alors, qu'est-ce qui a bien pu précipiter le retour du monstre à cette heure de la nuit? C'est alors que je comprends. Trop tard, évidemment. Nous avons été stupides, Thomas. Ce monstre est lié à la végétation. Toute la clairière puise ses ressources ici. Et nous avons saoulé Gavin. Les plantes ont probablement réagi à cet alcool comme à une agression. Nous avons précipité le retour de la chose. Possible. Thomas range son arme et se plante face à moi. Il est maintenant d'un grand calme. Gavin était condamné. Vous en avez conscience, n'est-ce pas? Nous aurions causé des dommages irréversibles si nous avions réussi à le sortir de la terre. Je refuse cette évidence autant que je peux, mais la culpabilité me ronge. Ma décision est prise, Thomas. Au lever du soleil, nous quitterons cet endroit
après y avoir mis le feu. Elle ne sort pas dans la journée. Yates et Clifton ont cessé d'être poursuivis à l'heure où le jour s'est levé. Elle sera prise au piège sous le refuge. C'est risqué. Évidemment. Durant l'heure qui précède le petit jour, les racines frottent sous le plancher. Le bois craque, comme dans un vieux rafio. Le vent siffle dehors. Des trombes d'eau frappent la cahute avec ardeur. Je tente d'oublier que le jeune Gavin est encore en vie, juste là, en dessous. Aidez-moi! C'est la voix du gamin, forte et paniquée. Thomas bondit sur ses pieds. S'il vous plaît, aidez-moi! La voix vient de l'extérieur. Comment peut-il se tenir juste derrière la porte? Thomas me fait signe de ne pas bouger. Bien sûr, lui, comme moi, flairons un piège. Mais je ne peux rester en place, et je cours vers la porte. Dehors, dans la lumière de ma lampe, le jeune homme est étendu sur le flanc, sous une pluie battante, l'air moribond. Nul mouvement ne se voit autour. Faisant taire ma peur, je fais un pas vers lui et l'attrape par les épaules. Je le glisse à l'intérieur et Thomas ferme la porte à la volée. Le garçon est dans un état pitoyable. La chair de ses jambes est en lambeaux, ses os sont exposés par endroits. Il est profondément choqué, à peine conscient de ce qui l'entoure. « De l'eau !» réclame-t-il. « S'il vous plaît, à boire. » Steelwood l'aide à boire le contenu de ma gourde. Sous nos pieds, tout bruit a cessé. La nuit retient son souffle. « Merci, merci », siffle Gavin, le regard dans le vague. « Comment tu t'es échappé ?»« Moi ?» Nous ne nous l'aurons guère. Si le monstre l'a laissé partir, il doit bien y avoir une raison. Thomas, et si nous l'avons invité à entrer? Quoi? Il est possible que Gavin soit plus qu'un appât. En le faisant pénétrer dans la cabane, nous avons probablement brisé l'effet protecteur des symboles gravés au-dessus de la porte. Si Gavin était encore relié aux racines, ce serait le cas. Il doit y avoir autre chose. Dans le silence qui suit, je m'attends presque à voir le plancher voler en éclats et des racines s'emparer de nous. Rien ne se passe. Nerveux à l'idée que cela puisse survenir d'un instant à l'autre, je reste sur mes gardes. Gavin est inconscient, inerte dans les bras de Thomas.
Je crains le pire, mais en cherchant son pouls, je constate qu'il est simplement évanoui. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Occupons-nous d'abord de ses blessures, me répond mon équipier. Nous portons le corps du garçon sur la table. Stillwood récupère une trousse de secours. Nous soignons les plaies avec des pommades et des bandages serrés. Voilà qui devrait éviter toute infection. Combien de temps avant le matin ? Me demanda Stillwood. Alors que je sors ma montre, Gavin se redresse soudain avec une longue respiration sifflante. Comme il s'agite, nous cherchons à le maîtriser afin qu'il ne tombe pas de la table. Il se débat avec plus de force que je ne m'y attendais. D'un puissant coup de bras, il me rejette contre le mur et se débarrasse pareillement de Stillwood. Toujours sur la table, il se recroqueville en gémissant. L'un de ses bras enfle à vue d'œil, sa peau se déchire. En dessous jaillissent des radicules qui fouillent sa chair. Elles s'assemblent en un épais tentacule qui s'allonge en direction du trou obstrué. Le pauvre Gavin roule au pied de la table, puis rampe sur un tapis de radicelles qui dépasse de son corps. Les racines qui l'animent cherchent le contact de celles qui se tiennent à l'affût en dessous. Et je sais qu'à ce moment-là, nous serons perdus. L'étudiant défiguré n'a pas conscience, je l'espère de tout cœur, de l'aspect monstrueux qui est le sien. La mort dans l'âme, je sors mon pistolet. De l'autre côté de la pièce, Stillwood est de nouveau sur ses pieds. Il s'est emparé de sa hache. « Faites-le, Lucius !» me dit-il. La créature, hideuse, hérissée d'excroissance végétale, n'a plus grand-chose d'humain. Gavin n'est plus qu'à quelques pouces de l'ouverture pratiquée dans le sol devant la cheminée. Je dois l'arrêter. En 3 foulées, je suis auprès de lui. « Lucius !» Mon bras se tend. Je vise la tête du garçon. J'aimerais trouver des paroles adéquates, lui demander pardon ou lui souhaiter bon voyage. Le bang retentit dans l'odeur de la poudre. Gavin s'écroule. Je ferme les yeux en soupirant. « Reculez !» me crie Stillwood. J'ouvre les yeux surpris. Le corps du jeune homme est secoué de violents spasmes. Le tentacule de son bras s'allonge et plonge dans le trou que nous avons pratiqué plus tôt. Thomas abat sa hache. Le tentacule est tranché net, mais trop tard. Les racines du haut ont invité celles du bas. Les lattes du plancher se soulèvent les unes après les autres. Une multitude de racines se lance à l'assaut du refuge et s'étendent sur les murs à une vitesse stupéfiante. Stillwood surgit derrière moi et m'empoigne le bras pour m'entraîner vers les escaliers. Déjà, les racines condamnent toute fuite vers la porte. Bien que sous le choc, je cherche à réfléchir. Et je reviens sur mes pas. « Donnez-moi la hache ! Que voulez-vous faire ? On va brûler cet endroit. Faites-moi confiance. » D'un moulinet, je libère le chemin devant moi
écarte la table, puis j'ouvre le buffet. J'attrape les bouteilles les unes après les autres. Dans un bris de verre, le scotch se répand sur les murs, les meubles et sur les racines qui envahissent tout. Bondissant, je rejoins Steelwood qui m'attend en haut des marches. Il tient ma lampe à la main. « Feu à volonté !» lui dis-je. Le verre éclate contre le manteau de la cheminée. L'huile s'enflamme aussitôt et le scotch se mêle à l'embrasement général. Satisfait de voir ce balai infernal emporter les racines maudites, je me tourne vers la partie fenêtre, vers la petite fenêtre où se penche déjà Thomas. Il est temps de partir. J'ai un dernier regard pour Gavin Gleason, à peine reconnaissable. Steelwood jette sa hache par la fenêtre, puis s'y glisse à son tour et atteint le sol sans dommage. Je m'apprête à le suivre quand je l'entends pousser un cri de stupeur. Désemparé, je vois mon ami lutter contre une chose qui l'entraîne dans un trou creusé sous la cabane. Mon arme m'échappe des mains. De toute façon, je n'aurais pas su où tirer. Très vite, je m'extirpe de la maison, me jette dans le vide et chute avec heurts sur le sol gorgé d'eau, juste à côté de Steelwood qui se débat, des touffes d'herbe dans les mains. Mi-pataugeant, mi-rampant, je lui attrape la main et l'aide à se défaire de l'emprise d'un tentacule de pierre mouvante. La lutte est difficile. En tirant, je perçois presque le visage de mort de la bête dissimulé sous terre et derrière un rideau de pluie. Paniqué, je tire de plus belle. Je parviens à sortir le haut de son corps des ténèbres de sous la cahute. Elle crache, une fumée épaisse à la face des étoiles qui pâlissent avec l'arrivée imminente du jour. Thomas libère une de ses jambes, avec laquelle il prend appui sur la façade décrépite. J'en profite pour ramper jusqu'à la hache. Je dois m'y reprendre à 2 fois avant de faire céder le tentacule argileux de la bête qui disparaît instantanément sous les fondations du refuge en flammes. « Venez Thomas, on s'en va, vite !» Nous fuyons à toutes jambes dans la forêt, sous une pluie écrasante, loin du brasier pétaradant de la maison dévorée. Mais les éclairs providentiels, de plus en plus réguliers, nous permettent d'éviter certains obstacles. La bête nous a pris en chasse, je le sens dans mes os. Il fait sombre dans le sous-bois, je tombe à plusieurs reprises. Thomas me dépasse, mais s'arrête. Nous savons tous les deux que les bois ne sont pas un endroit sûr tant que dure la nuit. Derrière nous, j'entends nous rattraper un bruit répétitif et oppressant. Un bruit de fouet. La créature est à nos trousses. Les claquements et l'assourdissant martèlement de la pluie se mélangent au craquement de branches que la créature déchire avec rage pour nous retrouver. Impossible de rester là. J'ai abandonné la hache dans ma hâte. Je n'ai pas récupéré mon pistolet. J'ignore si Steelwood a le sien. Nous ne serons pas de taille. Il faut fuir. Nous puisons en nous des forces insoupçonnées pour franchir à toute vitesse les branches qui fouettent nos visages, la terre noyée dans les flaques et les racines traîtresses sur lesquelles il serait fatal de trébucher. Le déluge m'aveugle presque
Mais une curiosité morbide me pousse à regarder à 2 reprises derrière moi. J'aimerais voir en face cette bête. Au premier coup d'œil, je ne distingue que certaines lignes. Des bras démesurés, comme ceux d'une araignée, terminés par des tentacules qui s'accrochent aux arbres à chaque foulée. La terreur décuple mes forces lorsque la créature lance un long hurlement assourdissant et glacial. Les fouets claquent et se brisent en milliers d'échos entre les arbres, tandis que la bête se sert d'eux pour se projeter plus en avant entre les troncs. Elle est de plus en plus proche, et sa voix témoigne de sa furie. Elle risque de nous rattraper sous peu. C'est là que je lance un dernier regard derrière moi pour l'apercevoir. Et c'est un éclair qui me permet de clairement distinguer, avec horreur, son visage blanc, aux orbites mortes et empli d'une fureur aliénée. Courir, courir, et c'est tout. Un unique but: survivre. Steelwood me distance, mais je n'ose lui demander de m'attendre. Ce ne serait pas juste. Et puis je n'ai plus le souffle nécessaire. Mon cœur s'arrête quand je trébuche sur une souche. Par miracle, je retrouve mon équilibre et poursuis ma course malgré une douleur aux pieds. L'horizon se dégage soudain. Nous venons de quitter la forêt. Après un étroit chemin, nous voici dans un champ. La terre grasse alourdit mes pas, rend ma fuite presque impossible. Je vois le ciel, un ciel gris, le plus beau que j'ai jamais vu. Le jour a commencé à poindre. Si ma théorie s'avère juste, le soleil refoulera la créature dans son antre. Pour autant, je ne dois pas m'arrêter. Un pas après l'autre, je continue de m'éloigner de l'orée de la forêt. Mais mon cœur est sur le point d'exploser. Je n'en peux plus. Je m'effondre dans la boue en espérant être achevé vite, si telle doit être la fin de l'aventure. Non loin, Steelwood est plié en deux, tout aussi épuisé que moi. Il pointe le doigt vers les arbres. J'y vois clairement une silhouette gracile passer entre les branches. J'ai eu tort. Nous sommes morts. Ces pensées s'imposent à moi comme des évidences tranquilles. Elles ne m'effraient pas. L'aube est là. Le ciel s'allume. La pénombre sous les feuillus n'en devient que plus obscure. Je ne distingue plus la créature. Thomas se tient auprès de moi, un sourire de vainqueur accroché au visage. Il me donne une immense bourrade qui me renverse.
Sacré bon Dieu, on l'a eu! J'ai peine à croire que nous sommes sauvés. Dans la clairière, la cabane est en train de brûler. La bête n'aura plus de refuge. J'espère qu'elle ne pourra pas trouver un autre repère. Nous devons absolument y retourner à la lumière du soleil. Il nous reste encore du travail. Notre arrivée à l'hôtel, agité, bruyant et couvert de boue de la tête aux pieds que nous sommes, n'est pas sans causer quelques remue-ménages. Nous réveillons aussitôt Blake pour lui exposer notre découverte. Nous prenons le temps de nous changer et d'avaler un peu de porridge avant de monter en voiture avec Blake et ses policiers. Sous la pluie, la clairière est dévastée. La cabane encore fumante est à moitié effondrée. Les herbes hier vertes et fleuries ne sont que paille sèche, en partie roussie. Blake constate avec nous que les lieux sont redevenus aussi sinistres que le jour de sa première visite, ce qui lui permettra de ne pas modifier son rapport. Avec prudence, nous approchons de la cabane. Je retrouve mon pistolet non loin du lieu où Stillwood a failli être emporté sous les fondations. Pour protéger le caractère particulier de notre investigation, Blake envoie ses hommes repérer les alentours tandis que nous inspectons les restes fumants de la vieille cahute. Le plancher n'est plus que cendres pâteuses dans lesquelles s'enfoncent nos pas. Il ne reste des murs que quelques planches calcinées, qui n'hésiteront pas longtemps avant de s'écrouler. Faisons vite. À l'aide de barres de fer, nous sondons sous les cendres et les débris. Nous retrouvons bien vite le trou que nous avions pratiqué près de l'âtre. En dessous, les corps sont toujours là. Nous en comptons 15 avant de trouver celui de Gavin dans un coin. Il semble avoir cherché à fuir, malgré la balle que j'avais logée dans sa tête. Preuve que son corps ne lui appartenait plus. Où est cette créature ? Du calme, Lucius. Cherchons encore. Si je me suis trompé, si elle a pu fuir, insistai-je, hanté par la culpabilité. Pour l'instant, cherchons, voulez-vous ? Merci beaucoup, mes virus. Nous reprenons nos fouilles dans le périmètre des fondations de pierre de la cabane. Des fondations qui semblent bien plus vieilles que je ne m'y attendais. Assez vite, nous butons sur quelque chose de dur. Avec une pelle que me ramène Stillwood, je dégage une dalle grise. Les décombres qui la recouvrent viennent de la cabane. La pierre n'était pas enterrée. Au contact de mon outil sur elle, je sens que quelque chose d'anormal se produit. À côté de moi,
Steelwood serre les dents en s'approchant. C'est le même aspect argileux que le tentacule qu'il a saisi la nuit dernière. La pierre a une longueur de 3 pieds 6 pouces, une largeur d'environ 1 pied 10 pouces. Malgré ma réticence, je m'en approche. J'enfonce ma pelle en dessous. Je réussis à la tourner sur la tranche grâce à l'aide de Steelwood. C'est une sculpture ? S'étonne mon équipier. Même sous la terre et la cendre qui la macule, je vois moi aussi des reliefs précis, ciselés avec une grande finesse. Son allure reste étrange et nous ne parvenons pas à identifier de quoi il retourne. « Vous croyez que cette pierre a un rapport avec notre affaire ?» me demande Blake. « Oh oui. » Steelwood asperge la pierre avec sa gourde. Je reconnais cette forme monstrueuse et quasi humaine. Figée dans sa peau de roche solide et inanimée, je retrouve la créature qui nous a donné la chasse. Recroquevillée sur elle-même, comme dans une chrysalide, elle ne donne aucun signe de vie. Le corps dépourvu de jambes a sa tête enfoncée dans ses épaules, ses bras pliés à l'extrême, et ses tentacules enroulés tout autour du buste. Elle ressemble à un fœtus de gargouille dégénérée. Bien vite, nous décidons que cette pierre doit rejoindre l'Institut pour une étude approfondie. Nous l'empaquetons dans une bâche avant de la traîner vers la voiture de Blake. Malgré cette découverte, je reviens vers les ruines que je refuse d'abandonner sans une fouille complète. Ce n'est que lorsque la pénombre du soir rend la tâche impossible que Steelwood parvient à me faire lâcher la pelle. Je ne sens plus mes mains. En regagnant la voiture, je passe à côté des restes humains, alignés dans leur linceul, éclaboussés de boue. Le jeune Gavin est là, à jamais muet, tandis que je ne peux faire taire ses hurlements dans ma tête. La police se charge de récolter les preuves, mais Steelwood me rassure. Il a pris soin de récupérer ce qu'il restait de notre matériel dans le refuge dévasté. Il ne reste nulle trace de notre passage. Je le remercie d'une voix tremblante, car me reviennent en mémoire les risques que j'ai fait prendre à mon ami en décidant de mon propre chef de passer la nuit ici. Voyant combien je suis éprouvé, il m'ordonne de monter en voiture tandis qu'il règle les derniers détails avec Blake. Du voyage qui nous ramène à Oxford, je ne me souviens quasiment de rien. Terrassé par la fatigue, je passe ces quelques heures dans un sommeil
agité. Le rapport officiel de la police communiqué à la presse annonce que la cabane dans la clairière était la planque d'un rôdeur. Le criminel a enlevé et assassiné de sang-froid une quinzaine de personnes, dont il a inhumé les corps sous le plancher. On suppose que la dernière victime, Gavin Gleason, a résisté à son agresseur. Leur lutte serait à l'origine de l'incendie qui leur a coûté la vie. Naturellement, aucun document officiel ne fait mention de notre implication dans l'enquête. Monsieur Phineas Bain et ses contacts haut placés ont veillé à ce que notre présence sur les lieux demeure méconnue. Ma demande de retour au service actif a été défendue par Eckhart Bain auprès de la hiérarchie de l'Institut. Me voici réintégré, mais il m'est demandé de rester aux archives quelques semaines de plus. On préfère se montrer prudent au sujet des conséquences sur mon psychisme de cette confrontation avec la créature rocheuse. Je mets ce temps à profit pour suivre de près l'évolution de l'étude de la créature. Car la pierre est vivante. Dès notre arrivée à l'Institut, nous l'avons placée dans une cage aux barreaux d'acier, dans une grande pièce aveugle. À la tombée de la nuit, mes collègues de l'Institut ont pu la voir changer d'état. Une respiration lente soulève ses flancs. Ainsi emprisonnée toutefois, elle ne fait pas un seul geste. Nous ignorons sa nature et son origine. Nous n'avons trouvé nulle trace de quoi que ce soit de similaire dans les mythes et légendes, pourtant riches d'informations. Ce soir, tandis que je mets un point final à mon récit, je suis dans la chambre forte du laboratoire. J'ai installé une table en face de la cage. Je regarde la créature respirer. Dans l'orbite vide, légèrement tournée dans ma direction, je scrute à la recherche d'une étincelle de vie. Je laisse à mes collègues naturalistes le soin de tracer un nom sur l'étiquette posée sur la cage. Au crépuscule, je reviens observer la bête dont je sens la patience irradier comme une promesse. Elle est disposée à attendre le jour où une occasion se présentera. Et elle est prête à attendre une éternité.